Bonjour et bienvenue. Et si la logistique n'était pas que de la logistique, si elle était aussi l'occasion de protéger, d'améliorer la qualité paysagère, de favoriser la biodiversité, Afilog, association des acteurs de l'immobilier logistique et industriel, publie aujourd'hui un guide paysage, voilà, que vous avez sans doute eu en arrivant dans la salle. Un guide des bonnes pratiques paysagères. Et donc cette conférence marque son lancement officiel. Et donc on va découvrir ensemble en quoi ça consiste, comment on l'utilise. Alors déjà, je suis avec Diana Dizien, donc directrice générale d'Afilog. Alice Delude, directrice de projet écologie et paysage chez Payet, et qui a donc piloté l'élaboration de ce document. Thomas Pagnac, directeur technique immobilier du prestataire logistique STEF. Il y a peut-être un souci sur les micros des intervenants. Ah, ça marche. Là. Ça marche, voilà, merci. Et bien sûr, Denis Osterhoun, je ne vous ai pas oublié, donc maire de Bonneuil-sur-Marne et vice-président de l'Association des maires de France, AMF, et coprésident de la commission développement économique, commerce et tourisme de l'AMF, en charge du multimodal. Entre autres. La carte de visite est, est importante. C'est ça. Peut-être pour commencer, Diana, une petite introduction. Pourquoi Afilog a tenu à publier ce guide paysage? Oui, c'est vrai que ce n'est pas intuitif. Est-ce que vous m'entendez? Pas sûr. Oui. Excusez-moi, ouais, il y a un petit problème de son sur le micro vert. 1, 2, 3, test micro. Non, je ne pense pas que ça marche. Si? Non, oui, non. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, écoutez, moi, j'ai pas besoin de micro, j'ai une grosse voix, donc ça va. C'est vrai que c'était pas tout à fait intuitif. Je pense que pas grand monde ne s'attendait à une conférence sur le paysage dans un salon sur la logistique et le transport. Et pourtant, ce sont des sujets qui sont vraiment très liés. On va vous en apporter la démonstration. Pourquoi Afilog s'en est emparé? Parce que d'abord parce que les interlocuteurs publics nous font souvent des remarques sur les sites logistiques concernant les abords des bâtiments. C'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé ces dernières années sur la qualité des bâtiments, la qualité architecturale, la qualité technique des bâtiments, mais que les abords étaient peut-être pas encore assez qualitatifs et on nous l'a fait bien comprendre. Donc, ceci étant posé, le conseil d'administration et le président ont souhaité travailler sur ce sujet pour nous rendre peut-être un petit peu plus désirables, un petit peu plus aimables. Voilà. Et puis pour avancer sur le fond de cette affaire qui n'est pas du tout, enfin, ce n'est pas de la déco que nous faisons, c'est vraiment une démarche profonde, structurée, avec du contenu. Donc ce n'est pas une démarche, disons, ornementale du tout. Donc pourquoi Afilog et pas d'autres? Puisque voilà, déjà Afilog parce que nous rassemblons les gens qui conçoivent les bâtiments. Voilà, les architectes, les promoteurs, tous ceux qui sont impliqués dans la conception du bâtiment. Donc nous sommes un petit peu au début de tout ça. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir porter cette démarche paysagère tout seul. À un moment donné, on va avoir besoin, grand besoin des exploitants. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et donc nous avons déjà commencé à se dire quelques mots là-dessus avec l'Union TLF, avec qui on travaille sur plein d'autres sujets, parce que ce sont finalement les exploitants qui vont entretenir toutes ces choses-là. Pour répondre à la question d'Héloïse en quelques mots, ce guide paysage, principalement pour montrer que la profession évolue, mais aussi pour faire évoluer la profession. Alors on va entrer dans le détail. Justement, Alice, vous avez été à la manœuvre pour élaborer. Alors je sais que vous n'avez pas été seule, hein, c'est toute une équipe, on en parlera également. Mais déjà de nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce qu'on trouve dans ce guide. Alors effectivement, on a travaillé avec Afilog et tous les participants des différents groupes de travail qu'on a mobilisés pendant presque un an.
Et donc ce guide a pour objectif de donner des bonnes pratiques pour améliorer la qualité paysagère des sites logistiques. Et donc comme son nom l'indique, la principale ligne directrice est le paysage. Et l'écologie est sous-jacente, donc ce n'est pas l'écologie qui va être au cœur de l'objectif du guide, mais elle est bien évidemment intrinsèquement liée au paysage. Donc on va retrouver bien évidemment des liens assez forts entre les deux thématiques. Le guide, vous l'avez normalement tous dans les mains. Il est constitué de 12 thématiques qui vont du diagnostic paysager à la gestion des espaces verts des sites logistiques, en passant par les thématiques qui portent sur la conception et la réalisation des espaces végétalisés, comme les travaux de plantation des espaces verts, comment bien concevoir un merlon paysager, comment bien concevoir un parking véhicule léger, par exemple. Voilà, des entités paysagères qu'on retrouve systématiquement sur les sites logistiques. Par thématique, on a défini avec l'ensemble des participants des critères d'évaluation, des prérequis et des critères additionnels pour aller plus loin. Voilà, donc dans les grandes lignes, je pense que j'ai à peu près présenté le guide, le fonctionnement. On peut en reparler après. On a un aperçu également derrière nous. Voilà. Mais alors concrètement, et là du coup je me tourne vers Thomas, quand on est un directeur technique de l'immobilier d'un prestataire logistique, comment on utilise ce guide? Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce groupe de travail? Alors, sur la motivation, aujourd'hui, quand on recherche à se développer, comme le groupe STEF, on a besoin de trouver des fonciers, on a besoin de convaincre des collectivités de nous accueillir. Et on est confronté de manière très régulière à l'intégration paysagère de ces gros bâtiments, parfois qu'on vient implanter dans le paysage. Voilà. Donc, on avait une motivation parce qu'on a besoin d'outils pour ça. On doit s'équiper, on doit progresser dans ce domaine. Quand la Philog nous a proposé de travailler sur ce sujet avec le cabinet Payet, on a dit un grand oui, parce que c'était vraiment un besoin pour nous. Et c'est un outil, un catalogue de solutions qui doit nous permettre vraiment de présenter des projets de qualité en termes d'intégration paysagère auprès des communes, des villes qui nous accueillent. Voilà. Donc ce guide, il a utilisé très en amont dans nos projets, puisque l'idée, c'est d'aller dès la conception, dès qu'on sait qu'on souhaite s'implanter sur un foncier, sur un terrain, et ben on va utiliser ce guide parce qu'il y a des études préliminaires à faire. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui peut y avoir à l'intérieur, qui est un travail très riche, mais on sait en tout cas qu'on doit l'utiliser dès la conception afin de pouvoir le présenter sous son meilleur aspect, en tout cas, aux villes et aux communes qui vont nous accueillir. Voilà. Donc vous l'utilisez très en amont, vous ouvrez la première page, vous identifiez ce que vous pouvez... Alors déjà, il y a le diagnostic, et ensuite vous identifiez fiche par fiche, donc sur les 12 chapitres, ce qui doit être fait. Est-ce qu'il faut être accompagné déjà aussi pour le faire? C'est une autre des questions. Alors on peut être accompagné, mais on peut très bien déjà sur la base du guide se positionner sur l'ensemble des fiches, effectivement, et se dire il y a des prérequis qui sont demandés. Donc, on se positionne sur ces prérequis, on se dit ok, nous on va atteindre au moins la note entre guillemets des prérequis, donc on va viser cette base-là et donc l'intégrer dans notre projet. Donc c'est vraiment ça se travaille au moment de la conception avec les architectes et autres dès le début du projet. Alors vous en avez parlé, et puis Diana a commencé à l'évoquer aussi, c'est un outil de communication, de médiation, on va dire, avec les représentants des territoires. Ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête au moment de la conception du document? Alors effectivement, on avait besoin d'un outil, besoin de montrer le sérieux des études sur ces projets qui sont faits en amont. Sur l'intégration paysagère et sur le respect de la biodiversité qui nous entoure. Donc effectivement, on a besoin d'avoir ce guide qui soit une référence dans le milieu, dans la profession, et qui puisse sur lequel on puisse vraiment s'appuyer pour aller voir les collectivités. Être un support d'échange, puisque c'est des échanges qu'on a en permanence avec les collectivités sur ces sujets-là.
qui est un référentiel de qualité, parce qu'il a été travaillé avec beaucoup d'acteurs. Il a été travaillé sur une longue durée, pas loin d'1 an effectivement. Donc il y a eu un gros travail de réaliser. Donc on pense qu'aujourd'hui, on a effectivement un guide qui est de qualité, qu'on peut utiliser. Et on pense même que cet outil, il pourra être utilisé pour d'autres projets que des projets de logistique ou de transport. C'est-à-dire qu'on se dit que les collectivités pourront même se dire pourquoi pas utiliser ce guide pour d'autres industries, d'autres personnes qui souhaiteraient s'implanter sur les zones. Voilà. Denis Osterhout, vous avez eu... alors déjà, merci d'être venu. Nous avons la chance de vous avoir sur scène. Et vous avez eu la chance de consulter ce guide en amont. Comment vous l'avez accueilli ? Alors, tout d'abord, je l'ai accueilli et je l'ai lu 2-3 fois déjà. Donc, ça montre l'intérêt qu'on peut avoir dessus, surtout quand on est friand des questions pas de paysage en soi, mais de l'écologie. Parce que la question climatique, la question de la protection de l'environnement aujourd'hui est une des questions essentielles de la nation, mais du monde aussi. Et je l'ai très bien accueilli et avec grand plaisir parce que on sent l'intérêt, d'une manière intéressée ou pas d'ailleurs, mais l'intérêt en tous les cas des grandes entreprises à rentrer dans un schéma de participation et de coordination sur ces questions-là. Je m'explique. Quand j'ai lu justement les quelques points qui sont, par exemple là, vous voyez, je l'ai fait au hasard, les palettes végétales, et je vois une abeille. On peut dire que la question de l'écologie n'est pas le centre de l'activité, mais vous l'avez bien dit, l'écologie trouve quand même toute sa place, en tous les cas, la protection de l'environnement trouve toute sa place dedans. Il y a deux espaces sur lesquels, je pense, ce document rentre très bien. C'est la question de l'esthétique dont on a parlé. Effectivement, la déco, on n'est pas là pour ça. Et puis ça ne serait pas utile, ça serait mettre de l'argent un peu en l'air. Par contre, la question de l'esthétique au sens urbanistique du terme, c'est très important. Et les PLUI, on les construit autour de ces questions-là. Plans locaux d'urbanisme. Voilà, tout à fait. Et donc, nous avons aussi besoin que les acteurs économiques qui veulent retrouver leur place dans l'urbanité, il faut qu'ils prennent leur part. En l'occurrence, ce guide répond, à mon sens, globalement à ce besoin. Deuxième élément, la question du climat. Il faut qu'on arrive à être pédagogue avec la nation aujourd'hui, notamment la jeunesse, parce que les derniers sondages montrent que les 2/3 de la jeunesse de ce pays, ce que j'appelle la jeunesse, c'est 16-25 ans, leur première préoccupation est la question du climat. Il faut qu'on arrive aussi à leur répondre. Mais répondre intelligemment, ça ne veut pas dire qu'on va aller... Moi, en tous les cas, je suis un farouche partisan de la productivité, notamment au sein de la nation, et de la réindustrialisation nationale, parce que la période du Covid nous a montré nos fragilités extrêmes sur le sujet. Mais cette réindustrialisation, et c'est l'ambition de maintenir des activités économiques dans l'urbanité, notamment autour des métropoles, passe aussi par le respect de l'écologie et de l'environnement. Je suis le maire d'une ville avec un port autonome, le deuxième de toute l'Île-de-France, port autonome fluvial, et une grosse zone d'activité qui l'accompagne. Ça fait plus de 1200 entreprises, énormément d'activités de TP et de BTP. J'ai aussi deux grosses zones commerciales. Donc, quand on dit ça, on a l'impression qu'il y a de la fumée noire qui sort de partout et que des tôles et du ciment qui part, des bitumes, tout ça. Or, j'ai fait faire un document. J'ai travaillé avec une association départementale chez moi. Nous accueillons au port autonome de Bonneuil-sur-Marne environ une dizaine de familles d'oiseaux qui sont aujourd'hui en voie de disparition, mais leur nid, leur lieu de fécondation est Bonneuil-sur-Marne et le port autonome. Vous voyez ? On a des dizaines de types d'animaux sauvages qui prennent toute leur place dans l'activité économique qui peut se faire, mais qui prennent leur place. Il faut aussi qu'on puisse travailler sur ces questions-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la productivité et la présence du travail industriel ou autre n'est pas forcément antinomique de la question de l'écologie. Il faut qu'on arrive à faire de la pédagogie là-dessus. Si je peux me faire une remarque, parce que j'ai fait beaucoup de compliments sur ce guide. Sur les pistes d'amélioration, on le dit après. Hein.
J'imagine qu'on va le dire après. Mais je pense que ce document sera de toute façon orphelin si on n'arrive pas à parler de la place de la logistique dans notre pays. Et si la logistique, vous la séparez de la question des transports, je pense qu'il nous manque quelque chose. Et là, peut-être, le prochain guide sur lequel on devra avancer, il faudra qu'il puisse aussi prendre en compte, y compris sur le guide du paysage, sur les questions, par exemple, de comment le port fluvial, comment la gare ferroviaire, comment la gare routière doit être aussi travaillée avec une réflexion, qui rentre dans le cadre des PLU et dans les cadres des plans de climat des villes, mais aussi tout simplement pour aussi parler de son essence même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de logistique sans transport. Voilà, c'est la seule petite remarque que je pouvais faire sur le document, que je trouve assez, franchement, je ne le dis pas tous les jours, je le trouve très 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 bien, et qui rentre par exemple, moi, dans la plupart de ce que j'ai vu, quasiment tout, rentre déjà dans le plan de climat, par exemple, de la ville de Bonneuil-sur-Marne, qu'on a mis en place il y a 2 ans. Donc je m'y retrouve totalement, et des félicitations pour celles et ceux qui l'ont fait, mais aussi à vous, parce que vous dites quelque chose d'important, je pense, parce que vous avez parlé, je l'ai noté, hein, pour que la profession évolue, et c'est bien, parce que la profession a évolué, et elle doit encore continuer à évoluer, et ce guide, s'il peut permettre de faire ça, c'est ce que vous avez dit, je pense que nous serons nombreux et nombreux à l'accompagner et surtout à faire en sorte de bien travailler en bonne intelligence entre les collectivités, les entreprises, les acteurs économiques bien entendu, mais aussi les habitants qui entourent, qui vivent, les travailleuses et travailleurs qui vivent sur ces terrains. Je m'arrête. C'est un support de communication du coup entre les acteurs économiques et les responsables des territoires, mais aussi entre les responsables des territoires et les administrés. Pour dire, ben voilà, nous on a suivi, alors, on parle du guide, donc je parle de celui-là, mais en tout cas, ça vous permet aussi de communiquer sur ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas. Ça va de soi. J'ai pris vous voyez, j'ai ramené quelques photos, tout le monde ne va pas pouvoir voir, mais ça c'est ce que j'ai vendu à ma population. C'est des entrepôts qui sont venus s'installer sur le port autonome de Bonneuil, mais pas loin des habitats. J'avais eu beaucoup de questions de mes habitants parce que de fait, ils sont à 200 mètres de chez eux, ils sont retrouvés avec des conteneurs énormes. Mais le résultat, quand je leur ai vendu, en disant, vous inquiétez pas, parce qu'il y a un parc à côté, vous inquiétez pas, le parc, il ne va pas se retrouver déshabillé. En l'occurrence, ceux avec qui on a travaillé, ils ont tenu parole. Et aujourd'hui, nous avons des entrepôts assez énormes, beaucoup de stockage, tout ça, certes. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas assez d'emplois, mais c'est des questions à travailler à l'avenir. Mais en tous les cas, le respect, en tous les cas, du plan de climat est assez visible. Et surtout, vous voyez, ces arbres, ces plantes ont pris toute leur place juste à côté du parc de Bonneuil. Et aujourd'hui, quand mes habitants traversent le parc et vont à cet endroit, ils ne sont pas dépaysés. Ils ont aussi tout cet aménagement paysager, certes, mais aussi avec des arbres naturels, tout ça, qui leur permet de se sentir chez elles et qui leur permet de ne pas être dérangés. Alors vous avez commencé à aborder l'histoire des pistes d'amélioration, et finalement, ce n'était pas encore une piste d'amélioration. Vous parliez d'un volume 2, finalement, au guide paysage. Ce serait le guide des infrastructures après l'entrepôt, plutôt sur les flux. Est-ce qu'il y a d'autres pistes à travailler ? Là, je vais peut-être demander à ceux qui ont élaboré le guide, est-ce que, au fil de la construction de ce guide, vous avez déjà réfléchi à des chapitres qui mériteraient d'être poussés ? Thomas ? Effectivement, il y a peut-être quelques améliorations qu'il faudra qu'on apporte. En particulier, on a peu travaillé sur des sites très urbains. Aujourd'hui, il y a des sites logistiques et de transport qui se construisent vraiment au cœur des villes. Et on n'a peut-être pas assez dans ce guide travaillé dans cet esprit-là, orienté sur ces sites-là. Donc il faudra peut-être qu'on le complète sur cet aspect. Et puis après, il y a, et Diana en disait quelques mots tout à l'heure, c'est la vie du site. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit ce site, qu'on a fait un site qui s'intègre dans son paysage, dans la biodiversité qui l'entoure, et ben ce site, il faut qu'il vive. Et il faut qu'on veille à ce que l'entretien de tout ce qu'on a mis en œuvre perdure dans le temps. Et donc ça, il faudra peut-être compléter par des guides qui accompagnent mieux sur la poursuite. Alice ?
Oui, la première piste d'amélioration à laquelle on a effectivement pensé, c'est effectivement d'insister davantage sur le volet gestion des espaces extérieurs des sites logistiques. Après, tel que le guide se présente actuellement, je pense qu'il est déjà très bien adapté aux sites en exploitation. Parce que faire un diagnostic paysager sur un site déjà livré et occupé, ça a du sens aussi. On peut tout à fait mettre en place des plantations complémentaires, des habitats complémentaires sur des sites déjà utilisés. Mais c'est vrai que tel que le guide est présenté, on a tendance à penser qu'il s'applique en premier lieu à des sites en construction. Donc oui, ça fait partie des pistes d'amélioration, d'accentuer le volet gestion. Et ce qui peut être fait sur l'existant. Oui, d'accord. Et ensuite, tout simplement, les pistes d'amélioration vont découler de la mise en pratique du guide sur des sites qu'on peut appeler pilotes. Ce sera les premiers sites, et je pense que les participants du groupe de travail comme Steph, ont commencé à tester le guide sur les sites, les projets, les actifs. De notre côté aussi, avec notre équipe de paysagistes et d'ingénieurs construction durable, on va le tester au quotidien, et c'est à partir de ces retours d'expérience que des pistes d'amélioration vont pouvoir être intégrées dans une éventuelle version, une version 2. Denis Osseroun, il y a un site sur lequel on pourrait faire un pilote de mise en application du guide, et sur lequel, du coup, on aurait aussi un retour d'élus. Mais c'est une provocation, chère madame. Tout à fait. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous le dire avec toute la franchise que j'ai. Bonneuil-sur-Marne vous ouvre toutes ses portes, ses fenêtres et ses cheminées. Très honnêtement. Allons-y, chiche. Parfait, c'est noté. Mais ça ne suffit pas. Il y a un mais. Mais non, ça ne suffit pas, parce que je suis désolé, mais on peut toujours parler de paysage, on peut toujours parler de la protection de l'environnement, de l'écologie, si on n'arrive pas à régler la question des transports, et si on n'arrive pas à utiliser, optimiser les outils de transport, le métier de la logistique n'évoluera pas, ne grandira pas, et la nation n'en grandira pas plus. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, supplémentaire certes, mais je crois la première et la prioritaire, c'est comment on utilise tous nos réseaux et tous nos outils à travers l'État, à travers le secteur privé, pour qu'on puisse faire en sorte que les transports soient des transports efficaces pour les entreprises, pour qu'ils gagnent du temps, pour qu'ils puissent emporter, transporter plus et mieux, mais aussi pour les concitoyens, pour qu'il y ait moins de CO2. C'est simple. Donc là, c'est la Aujourd'hui, vision globale. nous n'avons pas une logique collective et nationale sur cet aspect et sur ce sujet. Moi, j'invite tous les professionnels de ce métier à faire front collectivement, parce que l'intérêt général englobe là pour le coup les intérêts particuliers, y compris les intérêts économiques des entreprises. Comment ça se fait que nous sommes dans un pays avec autant de voies douces, notamment d'eau, et que le transport fluvial ne représente que 2% du transport de marchandises au niveau national? C'est incroyable. Il faudra qu'on fasse une autre conférence pour en parler, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire. Mais il faut me donner date assez rapidement, parce que je viens de vous donner la ville de Bonneuil-sur-Marne comme ville pilote pour que vous puissiez venir utiliser le guide comme laboratoire. Mais il faut aussi qu'on puisse s'organiser et travailler en bonne intelligence pour que tout le monde gagne, tout en protégeant nos populations. Parce que sinon, à partir du moment où le gagnant-gagnant ne sera pas pris en considération, je pense que le saupoudrage ne suffira pas. Attention, je ne dis pas que ce guide est un outil de saupoudrage. Il est très intéressant et il va dans le bon sens. En tous les cas, moi, je l'applaudis de mes deux mains et je l'accueille avec bienveillance. Est-ce qu'il y a eu justement des premiers retours, parce que Alice, vous disiez, enfin Thomas, chez Steph, vous avez commencé un petit peu à le tester. Est-ce qu'il y a un premier retour? Mais avant, je voulais demander à Diana, combien il y a eu de participants à l'élaboration du guide, et quel type d'entreprise au moins, parce qu'on a parlé de différents acteurs?
Alors, la commission que Alice évoquait, qui a apporté de la matière, on était une quinzaine de membres d'Afilogue, donc pas mal évidemment de promoteurs, quelques architectes. Et quand je dis promoteurs, on est dans une dynamique qui n'est plus de la promotion brute. Aujourd'hui, on est dans une logique de projet. Donc, autour de la table, il y avait donc ces promoteurs qui font du projet. Et ça, c'est vraiment très important de faire la nuance parce que on est là dans une chose qui est multipartite. Donc, effectivement, il y a le promoteur et le futur locataire, mais il y a aussi le territoire. Et quand je dis territoire, il y a monsieur le maire, mais il y a aussi les parties prenantes, les habitants, les riverains, les gens à côté. Et je pense qu'on a essayé avec les membres du comité de prendre en compte justement cet aspect pour faire en sorte que l'outil, le produit fini, soit aussi un outil pour un maire, pour un adjoint au maire, pour un président de communauté de communes, de dialogue avec sa population. Parce que la population n'est pas toujours ravie de voir un entrepôt poussé à côté de chez eux. Et donc, l'idée, c'était vraiment, sur la base de l'expérience de nos membres, d'améliorer ce dialogue-là. Et c'est peut-être ce point-là que j'aimerais le plus, à titre personnel, tester dans la mise en œuvre du guide. Par ailleurs, et je finirai là, je pense qu'il sera très important, évidemment, Alice et donc Paillet qui est spécialisé, donc bureau d'études spécialisé en environnement, c'est très important qu'on ait une implication peut-être encore plus forte des écologues dans la création des projets, mais aussi dans la mise en œuvre, dans la vie du projet, dans la vie du bâtiment. Ouais, qu'il n'en reste pas à la conception, qu'il soit aussi sur le terrain. Qu'il soit présent dans toute la vie du projet. Il y a des dispositions que nous avons poussées en ce sens dans la charte des engagements que nous avons signée avec l'État il y a 3 ans et demi, avec nos membres qui sont engagés à ce qu'un écologue intervienne dans le projet. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et comment aller plus loin? De manière très spécifique. Peut-être qu'avant, on ne savait pas trop comment aller plus loin. Là, maintenant, on a un outil qui nous montre clairement le chemin de comment faire ce pas supplémentaire, qui est un pas parmi d'autres. Il y en aura plusieurs par la suite, espérons-le. Thomas, du coup, est-ce qu'il y a eu des premiers retours déjà quand vous avez présenté ce guide, quand vous avez parlé du projet en interne? Alors des retours, oui, des retours positifs, des personnes qui veulent s'engager vraiment. Et aujourd'hui, c'est vrai que les attentes sont dites des jeunes et dans nos équipes, partout, on voit que les gens sont en attente de mieux intégrer tous ces sites de logistique dans leur environnement. Et donc effectivement, c'était très bien accueilli. D'ailleurs, avec Paillet également, on a travaillé chez nous à accompagner ce guide aussi de formations complémentaires qui viennent enrichir de diagnostics et autres, tous les projets qu'on peut avoir. Donc je pense que la démarche est très bien perçue. Voilà. Maintenant, c'est un guide qui est très complet. Il faut qu'on le mette en œuvre parce que là, il est tout frais, il sort du four. Là. C'est ça. Voilà. Donc il va falloir qu'on le mette en œuvre, qu'on le pratique, qu'on regarde les points qu'il faudra améliorer, les points qu'il faudra vraiment ancrer. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail sur la durée, mais déjà on a de très bonnes bases pour commencer ce travail. Oui, la mise en œuvre est nécessaire avant de travailler les prochains chapitres. Diana, oui. Juste un complément. Donc je tiens à souligner le côté volontaire des membres d'Afilogue qui s'engagent. Donc ce guide ne sera pas obligatoire, évidemment. On n'est pas là pour créer des obligations supplémentaires. On mise vraiment sur le fait que nos membres vont volontairement s'engager, comme Steph et comme d'autres, et qu'on pourra même passer par la grille de lecture du guide des projets déjà réalisés. Je pense qu'il ne faut pas attendre les nouveaux projets pour dire, bon, là, aujourd'hui, en 2025, on commence. Il faut prendre des projets de 2019, 2020, 2023 et voir un peu comment ils réagissent au guide. Ça, c'est vraiment très important. Si je peux compléter, on l'a pas précisé, mais le guide s'évalue en auto-évaluation, en tout cas à ce stade.
c'est la décision qui a été prise de ne pas faire appel à un organisme extérieur pour valider ou pas un projet, la conformité d'un projet avec le guide. Voilà, c'est pas une certification, c'est pas un label, c'est pas un référentiel. Et l'auto-évaluation, ça permet aux acteurs qui ne sont pas spécialisés, hors paysagiste, écologue, de s'approprier le sujet et de mettre le nez dedans, de voir concrètement ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité paysagère des sites. Les critères sont quand même assez simples à évaluer. Bien évidemment, on peut faire appel à un paysagiste ou un écologue pour se faire accompagner, mais ce n'est pas indispensable pour justement donner un peu plus d'intérêt à ce sujet à tous. Il y a également des annexes, Alice, sur ce guide. Je crois que vous vouliez parler d'une en particulier. Alors, effectivement, les annexes rejoignent ce que je disais, c'est qu'on a proposé un lexique justement pour définir un maximum d'expressions et de mots employés spécifiques au domaine de la conception paysagère. On a quelques annexes aussi pour préciser le cahier des charges attendu dans certains critères qui méritaient un peu plus d'explications et de développement. Et à la toute fin du guide, on a une synthèse de tous les prérequis, tous les critères additionnels. Donc en tout, on a 50 prérequis, 50 critères additionnels. Et un projet peut avoir un certain nombre d'étoiles, jusqu'à 5 étoiles par palier un projet peut obtenir 1 étoile par palier de 10 critères additionnels. Donc on n'est pas sur un label et une certification, mais on a ce système de notification par étoile qui peut motiver un petit peu plus à aller loin. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce guide, sur les relations entre les territoires et les entrepôts? Non. Tout a été dit. Alors je vous invite à retrouver le guide Denis, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y, prenez le micro. Oui, et je vais vous vendre un conseil qui sera gratuit. Je ne vous le facturerai pas cette fois-ci si vous faites une conférence sur le multimodal dans pas longtemps. Et ce que je vais vous dire là concerne surtout les milieux urbains et l'urbanité, sans faire discrimination. En termes, j'ai écouté un petit peu ce que vous avez dit sur l'entretien. C'est vrai que la question, c'est pas de créer en soi les structures de paysage, mais c'est ensuite comment on entretient pour que ça ne devienne pas un fardeau sur les épaules des entreprises qui sont dans l'utilisation. Parce qu'il y a aussi cet effet. C'est bien beau de faire des endroits qui sont totalement respectueux de ce guide, mais en réalité, on le sait tous très bien, malgré quelques subventions que vous allez avoir par-ci par-là, le coût de gestion et d'entretien va coûter pour les entreprises qui sont installées. Introduction faite. Donc du coup, comment on gère la gestion? Moi, je propose, à part les endroits, les entrepôts stratégiques en termes de sécurisation ou des choses de ce type-là, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits aussi qu'on peut mettre à la disposition des citoyens. On est dans l'urbanité, il n'y a pas assez d'espace. Et il faut partager cet espace entre la vie économique, les acteurs économiques et les citoyens qui y habitent. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je vous le donne en 3 secondes. J'ai pas mal de délaissés de terrain derrière tel ou tel gymnase, derrière tel ou tel endroit où j'étais obligé, forcément, mon service des espaces verts est obligé de tendre, de faire ci, de faire ça. La plupart de ces endroits-là, je les ai transformés en jardins partagés ou en vergers, en ceci et cela. Mais les concitoyens à qui nous avons donné ces responsabilités s'en occupent très bien. Ça m'enlève en termes de coûts, je peux le dire ici, sans passer pour un grand capitaliste, parce que je suis un élu de gauche, ça me fait 2 emplois à temps plein en moins. Et de l'autre côté, ma population est heureuse de pouvoir travailler la terre, parce que dans l'urbanité, s'occuper de la terre, c'est une denrée rare, c'est une sorte de luxe. Et bien là, tout le monde est gagnant. L'élu que je suis,
les pratiquants des équipements autour desquels sont ses concitoyens, parce qu'il n'y a plus de délaissés de terrain, donc il n'y a plus de vide. Quand c'est occupé, il y a plus de sécurité. Et les personnes qui pratiquent ces endroits-là. Voilà un conseil que je pourrais donner, parce qu'il y a pas mal d'endroits où on réfléchit le verre, mais on ne réfléchit pas l'interactivité avec les concitoyens. Une ouverture de cet espace. Ouais. Clairement, le partage de l'espace, on ne peut pas le faire partout. Je suis pas, je suis pas je n'irai pas jusque là. Par contre, il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire et on le fait pas. Je pense qu'avec ce système, avec cette façon de faire que moi j'ai pratiqué et qui marche, les entreprises, vous avez quelque chose à gagner, et y compris en termes d'acceptation de la population et des citoyens de votre présence sur le territoire. Parce que vous, non seulement vous leur apportez quelque chose en termes de présence, mais en plus vous leur apportez quelque chose en termes de bien-être, en termes de meilleure vie, de confort de vie sur leur territoire. Diana, voulez-vous répondre? Répondre, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je voulais déjà appuyer positivement sur ce que vous venez de dire, dans le sens où, effectivement, on peut imaginer des espaces un peu plus partagés ou alors une porosité un petit peu plus importante entre la vie économique et autre chose, la vie des citoyens. La question des jardins partagés, des jardins ouvriers, on peut utiliser aussi ce terme-là, nous l'avons étudié chez Afilogue. C'est quelque chose que notre président avait souhaité proposer et qu'on a un petit peu documenté. Et on s'est heurté, mais comme souvent, j'allais dire, à des freins qui sont de nature réglementaire. C'est-à-dire que nos sujets d'installation classée pour la protection de l'environnement nous empêchent de faire un tas de choses qui seraient très bien à faire et qui ne seraient pas dangereuses. Donc, moi, j'aurais envie de faire le lien avec le sujet du moment pour Afilogue, en tout cas, qui est celui de la simplification. Si on arrivait à déverrouiller certains freins pour qu'il y ait peut-être plus de mixité d'usage sans rien obérer sur le plan de la sécurité des sites, hein, parce que là, il n'est pas question d'être moins disant sur la sécurité, mais peut-être donner un petit peu plus de souplesse et donc donner cette porosité et permettre finalement aux communautés autour de ne pas se sentir exclues du site logistique. Donc je me retourne à nouveau vers le public. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, Dorothée Crapez, Concerto. Oui, j'ai une question par rapport à ce guide. Est-ce que vous pensez, et est-ce que lorsque vous l'avez élaboré, vous avez pensé à ça, est-ce que ce guide peut être une garantie à présenter, entre autres quand on est confronté à des associations environnementales? Ça, je pense que je ne suis pas la seule à être confrontée à ça, enfin en tout cas on n'est pas les seuls. Et voilà, dans quel sens on peut présenter ce guide comme, alors peut-être pas une garantie totale, mais comment on peut se prémunir de certaines attaques qui peuvent être assez virulentes. Voilà. Alice, oui, ou Diana? Je commence. Alors, merci pour la question. Je pense que ça peut être un outil de réponse, c'est sûr. Ça va aller dans le sens du projet, enfin de la qualité environnementale globale du projet. Mais je pense que les associations environnementales dont vous parlez vont plutôt pointer des sujets écologiques, je pense. Et enfin, peut-être pas que. Hein. Si on parle d'intégration paysagère, je pense qu'il y répond tout à fait. Après, il faut avoir en tête que le paysage met du temps à apparaître. Le végétal pousse beaucoup moins vite que les bâtiments, donc il faut aussi les sensibiliser là-dessus. Bon, après, ils sont censés quand même être au fait de ces sujets. Après, malheureusement, comme on le disait, un projet qui répond au guide ne sera peut-être pas parfait sur les problématiques environnementales, écologiques, puisque pour ces sujets-là, il faut forcément faire appel à un expert écologue qui va identifier les enjeux par taxon, flore, faune, etc. Et voilà, demander des réponses spécifiques d'un projet à l'autre.
Une association ne se contentera pas d'une auto-évaluation. Je pense pas Après, que ça dépend des cas, mais ça sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas, ça ira dans le bon sens d'une réponse. Mais... En tout cas, c'est un support de communication. Là-dessus, moi, j'ai peut-être quelque échange. chose à vous dire en tant que maire. Si vous venez me voir avec un projet comme ça, qui respecte tout ça, vous aurez déjà un soutien du maire, qui est le représentant de fait, qui a été élu par sa population pour la gestion de sa ville et de sa commune. À partir du moment où vous avez ce soutien, de toute façon, il y a une chose qui est claire. C'est que, vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord sur aucun sujet, et heureusement qu'il y a des désaccords qui nous font grandir dans le débat. Mais de l'autre côté, si vous arrivez avec un respect des plans climat des villes, un respect des PLU et des PLUI, et qu'en plus, vous rajoutez un plus avec le respect de quelques règles qui sont posées là, moi je pense que vous allez pouvoir convaincre déjà une partie de la population. Ensuite, vous parlez des associations, il y a quelques associations que chaque maire ou chaque entreprise ou chaque groupement va rencontrer durant son trajet, durant leur trajectoire. Mais j'ai envie de dire, là, vous ne les empêcherez pas. Moi, sur mon territoire, j'ai une association qui s'appelle, par exemple, Renard, très forte, qui défend une vingtaine de crapauds. Et ils ont raison de le faire. C'est leur boulot, j'ai envie de dire. Je respecte tout à fait ça. Dans une zone qu'ils considèrent, eux, une zone humide, que moi, je considère comme un lieu potentiellement utilisable pour justement des métiers de la logistique. Et on est en conflit. Mais c'est la vie, ça. Je veux dire, ceux-là, vous ne les convaincrez pas. Par contre, vous avez des associations citoyennes qui ont à cœur d'avoir justement un environnement propre et respectueux de climat. Là, avec les élus, les représentants territoriaux que vous allez avoir plus de facilité à les convaincre. Donc c'est toujours un plus d'avoir un document comme ça que vous montrez aux gens en disant on le respecte, qu'un frein sur l'acceptation ou la promotion de vos activités. Donc à minima, Merci. ça crée un lien. Voilà. On arrive au bout du temps imparti. Est-ce qu'il y a une conclusion, un complément d'information à donner ? En tout cas, je vous invite, c'était ça que je m'apprêtais à dire tout à l'heure, je vous invite à aller échanger sur le pavillon Afilogue en R010, c'est bien ça, et c'est par là. Il ne faut pas me suivre parce que je me perds systématiquement. Donc voilà, je vous conseille de trouver votre chemin en cherchant le plan sur le chemin. Voilà. Merci à vous et merci aux intervenants. Merci beaucoup.